Dans les théories du populisme, je renvoie à mon ami Alexandre Dorna particulièrement, l'acte de trop, c'est toujours l'élite dominante qui le fait. Alors que c'est laquais, ce que n'est que M. Barbier, laquais de la classe dominante. Que ces valets de chambre évitent de cracher sur le bon peuple, parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura des accidents que nous regretterons tous. Pierre-Yves Rougeron, bonjour, nous sommes Bonjour. le mardi 18 avril, donc on est maintenant à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle, donc c'est le curé de campagne numéro 5. On a un petit peu sauté le précédent curé de campagne pour éviter de faire tout simplement un dernier curé le vendredi pour le publier le week-end du vote, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et donc, vous vouliez commencer en passant un ou deux messages rapides par rapport notamment à ces vidéos. Alors, je voulais un peu m'excuser auprès de nos auditeurs, mais voilà, on fait un travail, vous comme moi, et je tenais à vous en remercier parce que quand même vous qui faites le plus dur du travail, qui faites le travail technique, et nous avons nous avons du retard, mais voilà, nous avons des vies à côté, nous devons faire manger nos familles, et cette activité strictement récréative prend énormément de temps, de préparation et surtout de post-production. Et je tenais déjà à vous en remercier parce que sans vous ça n'aurait pas eu lieu. Et ensuite, j'aurais précisé ce que nous faisons réellement, parce que vous l'aviez fait remarquer, à raison, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent dans les commentaires. Alors, parce qu'ils ne comprennent pas le positionnement, ils ne comprennent pas le but de la démarche. Alors le positionnement est très clair. Je suis un militant de la souveraineté française et de la liberté française depuis que j'ai atteint l'âge d'homme. Bon. Donc, mon unique but politique, c'est de voir mon pays délivré de la servitude que l'Union européenne et ce qui la constitue, qui est pour moi avant tout l'emprise à la fois d'une finance dérégulée et de l'Allemagne, cette unique de Nexus qui pèse sur notre pays, j'entends qu'elle soit détruite. C'est l'unique but politique que j'ai, et c'est pour ça que j'essaye d'avoir l'avis le plus équilibré par rapport aux candidats nationaux. Et par rapport également aux différentes strates du peuple français qui vont s'exprimer dans cette élection. Et il y a des patriotes partout, et c'est à eux que j'entends parler. Et comme dans le cadre du Cercle Aristote, comme dans le cadre de la revue Perspective Libre, j'entends faire un travail de réflexion et de culture, particulièrement pour ma génération. Voilà. Ensuite, est-ce que je roule pour quelqu'un, que chacun a son pronostic? Je l'ai dit il y a des mois déjà dans une vidéo du grand entretien au Cercle Aristote, je ne donnerai pas de consigne de vote parce que, objectivement, c'est d'une prétention sans nom de donner des consignes de vote quand on ne fait que des vidéos sur Internet. C'est d'une prétention sans nom. Les candidats, quels qu'ils soient, se contrebalancent de mon soutien, et ils ont bien raison. Moi, je ne suis pas directeur de conscience de qui que ce soit. J'aurai mon vote, qui sera au premier tour ce que je voudrais, et au second tour le plus souverainiste de ce qui restera. Point. Et ben voilà, qui a le mérite d'être clair. Donc on va tout de suite partir dans la bien nommée curée de campagne. Donc finalement, chômage, Union Européenne, attentats, les 1000 morts et blessés des 5 dernières années n'ont guère d'importance, puisque le sujet de la semaine, c'était le triste événement du Veldiv. Alors, il y a premièrement une mise en contexte à faire, un rappel historique, 3 des leçons politiques. 1, mise en contexte, Marine Le Pen n'a pas créé une polémique, Marine Le Pen a répondu à une question de M. Mazerolle qui est bien connu
parce que c'était avec lui qu'avait débuté l'affaire dite du détail de Jean-Marie Le Pen, affaire d'une toute autre gravité, qui est d'ailleurs l'inverse de ce qui s'est passé là. Mais ça, j'y reviendrai dans la question politique. Et donc, M. Mazerolle pose une question à Marine Le Pen, ce qu'elle pense évidemment de la commémoration de l'horreur qui a été le Veldiv, c'est-à-dire la déportation de 13 000 personnes opérée par les policiers de l'État français sous l'encadrement de l'occupant allemand. Et Marine Le Pen a dit que pour elle, la France n'était pas coupable, mais que les autorités présentes à cette époque l'étaient. Donc, voilà ce qu'a dit Marine Le Pen. Alors évidemment, il y a eu le seigneur tout honneur, la meilleure des réactions, c'était Bernard-Henri Lévy, qui a battu son propre record au mur du con à Mach 3, mais c'est en disant la querelle historique est réglée, donc c'est une insulte à la mémoire des morts. Alors, je vais m'appuyer sur 3 réactions que j'ai trouvées superbes, toutes les 3, et je tenais à les indiquer à nos auditeurs pour qu'ils s'y réfèrent. Premièrement, un article de Régis de Castelnau sur le site Vue du Droit, excellent article, très très bon. 4 réactions, pardonnez-moi. Régis de Castelnau, mon ami Claude Rocher sur son site, le Bertrand Renouvin est une personnalité absolument admirable du camp national, malheureusement pas assez connue, sur son site également. Et le dernier, c'est Alain Finkielkraut dans l'esprit d'escalier de cette semaine, donc sur RCJ, émission avec Elisabeth Lévy. Je pense qu'en cumulant ces 4 points de vue, on a un point de vue tout à fait objectif sur la situation. Rappel historique simple. Je renvoie pour le contexte total du Veldiv à une conférence qui est celle de Simon Epstein, qui date de 2012 sur le Veldiv, et qui est disponible sur plusieurs sites internet. Vous tapez Simon Epstein Veldiv, vous avez tout le contexte. 1. La remise en cause historique fait que, 1. Il n'y a pas de consensus, même juridique, sur la légalité du gouvernement de Vichy. Premièrement. Deuxièmement, de dire aujourd'hui, à l'époque du pas d'amalgamisme, que Vichy c'est la France, alors qu'une large part des territoires, le Veldiv a lieu en 1942, ont déjà rallié dès 1940. À l'époque, la France, c'est pas la France métropolitaine uniquement. Une large part de nos possessions d'outre-mer et de l'Empire avaient rejoint la France libre dès 1940. Donc de dire que la France libre n'existe pas ni juridiquement, ni politiquement, ni territorialement, et que Vichy c'est la France, à l'époque du pas d'amalgamisme, où vous pouvez avoir une amende, voire aller en prison, si vous dites que Daesh c'est l'islam, ou que le nazisme c'est l'Allemagne, ce qui est pourtant historiquement quand même beaucoup plus lié, on a droit de faire cet amalgame honteux. Or, je le rappelle, le Veldiv a lieu en 1942, un mois avant, c'est Bir Hakeim, où les Français vont tenir à 1 contre 50 face à Rommel, ce qui permettra El Alamein, qui est le début du basculement de l'Afrique du Nord, de l'écrasement de l'Africa Corps, et qui permettra la sécurisation du sud de la Méditerranée, qui permettra ensuite les actions sur le continent. Donc c'est l'un des tournants du front occidental. Le deuxième front sera évidemment le front russe, où l'Union soviétique perdra 20 millions de ses jeunes pour vaincre le nazisme. Bon. Si on voit les responsabilités, là encore dans le rappel historique, les hommes responsables ont tous vu leurs actes par l'ordonnance d'août 1944 annulés, leurs actes juridiques. C'est la théorie des actes inexistants en droit public, c'est-à-dire des actes tellement abusifs qu'ils n'ont pas pu avoir de... Là, on est dans la pure tradition républicaine, par l'ordonnance d'invalidation. 2, ces hommes ont été jugés. Et comme le dit très bien Michel Pinton, c'est l'un des fondateurs de l'UDF avec Giscard, vous voulez nous faire endosser les fautes d'hommes que nos pères ont pendus. Qui sont les responsables du Veldiv ? Monsieur Bousquet. Monsieur Bousquet qui fera une grande carrière dans le journalisme avec Monsieur Bailey, le père du ministre actuel, grand ami de François Mitterrand. Oui, lui, il n'a pas été pendu en l'occurrence. Non, lui, il n'a pas été pendu, mais il a été jugé, il a été tué lors d'un attentat contre sa personne, donc nous ne l'avons pas condamné puisqu'il a été tué avant.
Doriot qui est mort en Allemagne, Pétain condamné, Laval fusillé. Donc les seuls qui manquent là-dedans, c'est l'ancêtre du CRIF, c'est le GIF, comme le dit très bien l'historien Maurice Rachus, qui eux n'ont pas subi d'épuration. Bon. Peut-être que le CRIF a un examen de conscience à faire. En tout cas, l'épuration a été faite, et les hommes qui ont commis cette atrocité l'ont payé pour beaucoup de leur vie. Bon. Ensuite, il est évident, et ça, ceux qui verront la conférence de Simon Epstein le verront, que ce qui est arrivé à une catégorie particulière qui n'est pas les juifs étrangers, qui est les apatrides, une catégorie particulière, mais ça Simon Epstein l'explique très bien, à 13 000 hommes, femmes et enfants, est absolument atroce. Personne ne le nie. Mais pourquoi utiliser cet événement et l'utiliser dans la pire des acceptions possibles? Et c'est là où on en vient à la politique actuelle. Alain Finkielkraut le dit très bien. Quand Marine Le Pen fait du De Gaulle, on entend du Pétain. Parce que le discours qu'elle a donné, qui est totalement en contradiction avec celui de son père, c'est un pur discours gaullien. Ce qui veut dire au passage que Marine Le Pen, sur cet acte-là, a tué toute l'extrême droite post-collaborationniste de 1944 à nos jours, qui avait fait Ordre Nouveau, qui fera le Front National, etc. C'est-à-dire que toute l'histoire, d'ailleurs, il suffit de regarder les médias sociaux de cette droite-là pour dire qu'elle a bien compris, par contre, que les gueules sur Marine Le Pen à longueur de journée, et là, pour le coup, double dose. Et là, au lieu d'accepter ce discours comme ce qu'il est, eh bien, on préfère entendre l'inverse. Pourquoi ? Et ça, Alain Finkielkraut l'a très très bien dit. Parce que nous sommes à la fin d'un processus d'hystérisation anti-française qui a débuté avec l'idéologie française de M. Bernard-Henri Lévy, il y a presque 30 ans maintenant. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix insulter, c'est à celui qui crachera le plus sur l'histoire de France, et la seule pierre que Finkielkraut les trouve un terme que je trouve très bon, que l'anti-nauséabondisme contemporain, le seul homme qu'elle n'arrivait pas à toucher, c'est De Gaulle, pour différentes raisons. Et là, on se sert de ce type d'affaires pour pouvoir, comme le dit très bien Finkielkraut une nouvelle fois, le plus jamais ça devient un plus jamais lui, parce que c'est une part du nationalisme français qui aura toujours sa légalité, sa légitimité s'interrogera toujours sur sa légalité, sur la légitimité. C'est la grande œuvre du grand juriste René Cassin dès le 20 juin, les jours qui vont du 20 au 29 juin 1940, de débuter l'œuvre législative de la France libre dès le début. C'est dans ce très bel ouvrage qui s'appelle des hommes partis de rien, qui est toute cette épopée, qui est celle de la France libre, qui était aussi la France. Et pourquoi le fait-on ? On dit, oui, mais on a toujours dit que la France était tout entière avec le général de Gaulle. Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. On a juste conservé la mémoire de la résistance pour une raison. Dans l'histoire d'une nation, on conserve rarement l'histoire des salauds, une fois d'ailleurs qu'on les a pendus, encore moins. Toutes les nations font ça. C'est-à-dire qu'on s'est identifié au meilleur de nous-mêmes, comme disait Brodel. Une nation, ça doit s'identifier au meilleur de soi. On a juste fait ça, on n'a jamais dit que toute la France était avec De Gaulle, la résistance était une chevalerie. Je rappelle quand même que l'Allemagne avait dès le début, dès l'année 1940, 1,5 million de nous jeunes prisonniers sur son territoire. Ça aide à se tenir tranquille. Quand votre fils, votre cousin, votre père, votre frère est prisonnier d'un peuple dont personne ne mésestime la barbarie, parce que pour tuer des femmes et des gosses, pour le coup, Deutsche Qualität, ça existe. Or, pourquoi est-on venu d'une vision qui n'était pas toute la France a résisté ? Personne n'a jamais eu
cette vision-là. Il suffit de lire Robert Aron dans les années 50, l'histoire de Vichy. Pourquoi on en est venu là? Un très grand historien qui, lui, contrairement à M. Henri Rousseau ou d'autres, n'a pas le droit de citer, qui est M. Laborie, dans Le Chagrin et le Venin, l'explique très bien. On a réécrit l'histoire. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce que à partir des années Giscard d'Estaing, Giscard est d'une famille de collabos, tout le monde le sait. Or, le Edmond Giscard d'Estaing n'était pas rien dans la collaboration à Paris. Il fallait sauver la grande idée de la collaboration, qui est l'idée européenne. Comme toujours Finkielkraut l'a dit il y a très longtemps, mais une très belle phrase, il ne faut jamais oublier qu'en 1940, l'Européen c'est Hitler, le nationaliste c'est De Gaulle. Il ne faut jamais l'oublier ça. Or, et comme Bernard Brunto l'a démontré dans son histoire intellectuelle de la collaboration, porte comme titre l'Europe nouvelle d'Hitler, c'est l'idée d'Europe qui fait la jonction de toutes les collaborations, à l'exception de celle du marché noir, qui elle est strictement mercantile. Et pour sauver l'idée d'Europe, il fallait éliminer la mémoire de la résistance. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne supporte pas les accents gaulliens de Marine Le Pen, qui peuvent être critiquables par d'autres, par rapport à l'histoire de son parti, etc. certainement. Le problème n'est pas là. Le problème est sur le fait du Veldiv. Et donc on a hystérisé ce débat. Les journalistes qui ont participé, alors ça s'est fait en deux phases. D'abord les hystériques, qui ont suivi Madame Haïm, je crois, qui est la porte-parole de Macron, qui est une ancienne journaliste pro-Clinton, pour vous dire le niveau, hein. Et une deuxième phase où là, on s'est dit, mais au fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Et là, on s'est dit, ah oui, quand même. On est peut-être allé un peu loin, là. Pourquoi? Parce qu'elle dit la même chose que Mitterrand, que Badinter, que Séguin, que Guénaud, c'est-à-dire tous ceux avant Chirac. Et pourquoi Chirac l'a fait? Pour de strictes raisons de base politique, comme toujours avec Chirac, hein. Le marbre dont on fait les statues qui devient la faïence dont on fait les bidets. Or, Marie-France Garot, je crois, avait tout dit du personnage. Et qui a ouvert le guichet de la repentance, ce qui n'était pas ce que demandaient nos compatriotes. Pas du tout. Et qui aujourd'hui a affaibli les Français dans leur sûreté d'eux-mêmes en leur interdisant de cultiver la mémoire des héros. Il y a quand même Anne-Sophie Lapix, elle a été extraordinaire face à Florian Philippot, puisque finalement, elle a conclu l'interview en disant... donc vous réclamez du gaullisme, je sais pas, vos électeurs harkis apprécieront, c'était... rien ne sera inutile pour... Non, mais rien sera inutile pour pouvoir, de toute façon, pour s'attaquer particulièrement à Florian Philippot, parce que comme c'est quelqu'un que les journalistes ont beaucoup de mal à attaquer, pour des raisons de supériorité intellectuelle évidente, en tout cas de son côté à lui, tout est bon pour pouvoir cracher dessus. Là encore, instrumentalisation un peu lamentable de l'histoire de France, parce que je rappelle que le bourbier des guerres coloniales, tout comme la collaboration, c'est un fait qui avant tout vient de la SFIO et du Parti Socialiste. On remerciera jamais assez M. Mitterrand pour son travail de ministre de l'Intérieur en Algérie. Bien. Donc voilà. Donc c'est un sujet malheureusement important à quelques jours d'une élection, mais comme ça a fait la une, on est presque obligé d'en parler. On notera peut-être aussi que Nicolas Dupont-Aignan a globalement... Alors, ça, je voulais deux choses. Henri Guénaud et Nicolas Dupont-Aignan ont maintenu la ligne. Je remarque que d'autres dans le camp souverainiste ne l'ont pas fait. Asselineau, entre autres, se sont couchés sur cette affaire-là. Là encore, si vous voulez, c'est là où, moi, ça me fait beaucoup de peine, parce qu'en plus, ça a des répercussions terribles dans l'ambiance sur les réseaux sociaux entre les militants des différents candidats, pour des gens qui n'ont, quoi qu'on en pense, pas tant de divergence que ça, mais au nom du « l'autre ne peut pas avoir raison », on en vient à se coucher sur ce fait essentiel qui est, c'est très drôle quand on parle de Gaulle toute la journée, c'est-à-dire de dire que la France libre n'a jamais existé. Parce qu'à la fin des fins, c'est ça. Pour arriver à ce que Bernard-Henri Lévy dit, c'est-à-dire la France est un petit ramassis de petits blancs racistes, collabos, qui écrivent à la police. Donc voilà, si vous voulez, si le lepénisme n'est pas une politique, ce qui est certain, l'anti-lepénisme n'en est pas une non plus.
Très bien. Mais heureusement, on a des gens qui nous élèvent vers des cieux plus élevés, puisque Monsieur Barbier s'est fait remarquer, outre sa belle écharpe rouge, avec une phrase extraordinaire. L'éditorialiste est un tuteur sur lequel le peuple, comme du lierre rampant, peut s'élever. Monsieur Barbier parle de rampant, une affaire de famille. Là, pour le coup, je dis à Monsieur Barbier qu'il a raison parce que ramper, il parle de ce qu'il connaît. Pour une fois, c'est à souligner. Après, quand vous balancez ce genre de phrase, alors que, objectivement, en tant qu'ancien patron de presse, vu que je crois qu'il n'est plus patron de l'Express, mais en tant que journaliste de haut niveau, vous êtes quasiment fonctionnarisé, vu que c'est l'État qui paye la presse en France. Et que vous vous permettez ce genre de choses, comme si vous, alors que vous n'êtes qu'un petit commissaire politique, comme tous les régimes autoritaires en ont chié pendant et en ont pondu pendant tout le XXe siècle, vous finirez par jouer avec la paix civile. Je n'appelle rien, hein, c'est un message de paix. Mais à force de cracher dans la gueule du bon peuple, qui lui est bien gentil parce qu'il accepte d'être prélevé fiscalement pour que M. Barbier puisse folâtrer dans ses pastels, hein, parce que c'est pas ses ventes qui nourrissent M. Barbier, donc qu'il évite légèrement ce genre de phrases qui marquent des bouffées de vanité délirante, pour une raison. C'est que vous remarquez pour son écharpe qu'il fasse bien attention, parce que si la paix civile venait par des suites de provocations successives d'une population qu'on pousse à bout à ne plus exister, une écharpe peut avoir des usages multiples. Rappelez-vous de cette superbe chanson « Eurocrate, serre-toi de ta cravate ». Or, objectivement, je n'appelle à rien, hein, bien évidemment, c'est un message de paix. Mais dans les théories du populisme, et je renvoie à mon ami Alexandre Dorna particulièrement, l'acte de trop, c'est toujours l'élite dominante qui le fait. Alors que c'est laquais, ce que n'est que M. Barbier, laquais de la classe dominante. Que ces valets de chambre évitent de cracher sur le bon peuple, parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura des accidents que nous regretterons tous. Alors en attendant les accidents, on va avoir peut-être la photo finish, en tout cas c'est ce que nous promettent les sondages, puisqu'ils nous promettent une arrivée au sprint à 4, avec Le Pen-Macron qui aurait un peu chuté, Mélenchon qui aurait beaucoup progressé, a priori si on croit les sondages sur le dos de Hamon, et Fillon qui est toujours là, bon ben, on ne sait pas s'il ira au bout. Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est crédible, ou alors est-ce que ça peut avoir un autre but? Que penser de ces sondages-là? Alors, moi je vous l'ai dit par rapport à Mélenchon, pour moi c'est des affaires de transvasement. Je pense avant tout qu'en réalité c'est des sondages de âge rappel. C'est-à-dire qu'ils sont là pour rappeler, pour rameuter les électorats dispersés de plusieurs candidats. Et particulièrement celui que le système veut, parce que qui est quand même M. Macron. Or, M. Macron, comme je vous l'ai dit, là le petit, ça commence à aller de pire en pire, hein, vu qu'on lui fait voir des parts de son propre programme, il n'arrive pas à les comprendre. Ça commence à être dangereux. Hein. Il a au moins l'honnêteté de le dire. Ah bah il a au moins l'honnêteté de le dire, bah encore heureux, mais on n'aurait plus qu'il morde. Or, non mais, là en plus, je pense qu'il se rend compte qu'il est le jouet totalement d'une équipe de sortants et de revenants de la vie politique française, et il est d'un côté ce genre d'arrêt sur image, c'est-à-dire tiens, j'ai écrit ça moi, mais je piche pas. C'est ce genre ça se voit qu'il est totalement encadré, totalement utilisé, et c'est très triste d'ailleurs, parce que si c'est ça la cohérence des équipes Macron, ça veut dire que s'il chute, ce sera sa chute avec. Ces commanditaires le lâcheront comme le dernier Bérou venu. Or, oui, c'est un peu du one-shot Macron. C'est du one-shot Macron, c'est sûr. Or, c'est l'électorat de rappel pour lui, et je pense aussi en partie pour Fillon. Parce que parce qu'une partie des médias de droite y participent, les Valeurs Actuelles et autres. Eux, parce qu'eux, ils veulent Fillon, mais ils copient la stratégie qui est faite pour renforcer Macron, très clairement. Parce que bon, Mélenchon, il est en train de prendre quoi ? Il vide les oripeaux d'Hamon, oui, bon, d'accord. De là à prendre, maintenant il a une avance sur Hamon, je crois, de l'ordre de 6 à 7 points. Enfin, des choses absolument
absolument extraordinaire. Même parfois 10, me Parfois semble-t-il. 10 points. S'il 10 a points. 19-20 et qu'Hamon est donné à 8, ça fait 10, non? Ouais. Donc, moi, ça m'apparaît énorme. Tout comme la chute de Marine Le Pen m'apparaît surjouée. C'est un de ses conseillers qui avait fait remarquer, bon, on verra le score dimanche, mais c'est vrai qu'ils sont à 24 aux européennes, à 26-27 au départemental, dans les mêmes eaux, ou 28, je ne sais plus, au régional. Et bon, dans cette élection complètement folle, tout est possible, mais c'est curieux de l'avoir perdre 6 points, alors que elle est candidate sur tout le pays, donc et normalement, en principe, pour cette formation politique, l'élection présidentielle a toujours été l'élection la plus favorable. Oui, tout à fait. Or, objectivement, moi, je pense que, en réalité, ce que prouvent ces sondages-là, c'est la mainmise totale des grands groupes de presse sur la campagne. C'est ça qui est étonnant, des grands propriétaires d'instituts de sondage sur la campagne. Alors justement, je vous arrête très vite, mais on va y revenir. J'aurais aimé, ce sera donc la conclusion de cette première série de curés de campagne, j'aurais aimé avoir votre réflexion globale sur la campagne. Je pense que c'est plus intéressant de le faire avant de connaître le score, parce qu'après, finalement, on commente le score comme on commente la séance de tir au but. Il fallait tirer à gauche, à droite, parce que le gardien est parti là, donc c'est toujours plus facile. Et donc, finalement, votre réflexion globale sur cette drôle de campagne, il y a eu la drôle de guerre, le bouquin de Marc Bloch, c'était... L'étrange défaite. Voilà, il y a eu l'étrange campagne, l'étrange non-campagne, voilà. Alors... Moi, j'ai 5 observations à faire. Le premier, c'est, mine de rien, et là, il faut bien recadrer une chose. L'élection présidentielle, et là je renvoie au très bel ouvrage qui est sorti là, il y a quelques semaines, de mon ami Vincent Cousdière, Requiem pour l'élection présidentielle. L'élection présidentielle était ce que le général de Gaulle nous avait légué pour en finir avec ce que lui appelait l'esprit de Vichy, c'est-à-dire grosso modo cette haine de soi entretenue par les partis, par la partitocratie dans ce qu'elle a de plus immonde, et là on a un bel exemple, et que la mainmise terminale de la partitocratie des différents partis politiques sur l'élection présidentielle, eh bien, elle a achoppé sur quelque chose dans cette campagne. Sur l'échec total de l'instrument ultime des partis pour neutraliser la constitution de la Ve République, qui étaient les primaires. Les primaires, cette délicate idée qu'a amené M. Montebourg des États-Unis, on l'oublie souvent. Et les primaires, c'est quoi? C'est les partis politiques vont créer un corralito, un corral à bestiaux, dans lequel ne passera qu'un seul animal vers l'élection présidentielle. C'est-à-dire que tout le reste on élimine, tout le reste on élague. Et ça a été fracassé. Ça a été fracassé de deux manières. Ça a été fracassé parce que des candidats pour gagner les primaires ont fait des pré-campagnes présidentielles. Cat Fillon, parti 2 ans avant, qui a fait au moins 2 tours de France avant de se présenter à la primaire. Donc, qui a réveillé un véritable vote populaire de la sociologie de son parti. Très donc, vrai. Clivant par rapport au reste. Donc clivant. Parce que théoriquement, la primaire, c'est le consensus mou. C'est l'eurocratie, hein. C'est-à-dire le consensus mou. Là, pas du tout. Il a fait un début de campagne Buisson pour terminer dans une campagne NKM. C'est pour ça qu'il sera un président notre boudin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est le premier point. C'est l'échec des primaires par cette tendance, disons, déjà de certains candidats à partir très tôt pour déjà être présidentiable. Ça a été la stratégie de François Fillon jusqu'à ce que la cabinet noire de M. Jouyet la fasse dérailler. Et deuxième chose, c'est que les favoris des primaires ont été laminés. Laminés. C'est-à-dire que là, en plus, le Parti Socialiste n'aurait jamais dû faire une primaire, vu que le lancement de l'opération Macron depuis l'Élysée était une mue de serpent. Le PS allait devenir la vieille peau, que le serpent laisse derrière lui. Or, les militants PS ont élu quoi? Le croque-mort du PS, Bilal,
quel souvenir pour le peuple de gauche des primaires. Alors que M. Macron a fait des primaires, je m'en souviens pas. Et le pire, qui est-ce qui fait la plus belle campagne? Celui qui fait une campagne strictement gaulienne, c'est-à-dire un homme, et loin derrière un appareil, mais loin derrière, c'est Mélenchon. Donc, enterrement. Ça ne veut pas dire que les partis ont été défaits. Ça veut dire que le peuple garde, pour l'instant, le bénéfice de la Ve République. On ne sait pas combien de temps ça durera. En tout cas, on souhaite quand même à M. Hamon, il est en rude compétition, mais c'est une compétition historique avec Gaston Defferre. Ce sera aussi un score à surveiller de très près dimanche soir. Les plus jeunes internautes iront taper Gaston Defferre sur Wikipédia et trouveront toutes les informations adéquates. Cette campagne a été pourrie par les affaires. Mais question 1. Pourquoi? 2. Comment? Pourquoi? Ça a commencé avec Sarkozy en septembre. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a fait le rappel, pour mouiller Fillon au passage, parce qu'il est évident, c'était lui le candidat le plus sortant. Enfin, s'attaquer à Sarkozy, c'était trop tentant. Mais pourquoi ça a pris une telle ampleur? Je rappelle que on a élu 2 fois Chirac. Je vous rappelle quand même que les Guignols avaient sorti, je crois, pas un disque, mais avaient sorti une chanson qui était acclimatée du rap de l'époque, Gomez et Tavares, qui s'appelait Chirac et Bernadette. Sans les menottes, on est super à l'aise. C'était devenu proverbial, super menteur. On a élu Chirac. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de mes très bons camarades m'a soufflé récemment, m'a dit, mais il est normal qu'on surparle des affaires et que ça se surinfecte, comme une plaie se surinfecte. Pourquoi? Parce que la force des réseaux sociaux, qui sont des caisses de résonance, mais surtout des caisses de répétition, mais surtout la force des chaînes d'infos en continu. Avant, il suffisait pour meubler une journée c'est simple. Il y avait la sortie du Monde, journal du soir, qui faisait les journaux télévisés du matin, et qui orientait déjà le 20h. Le grand messe, c'était le 20h TF1. Et tout le monde suivait. Voilà, on regardait le JT à 20h. Voilà. Tout le monde suivait. Bulletin présidentiel, 20h, 20h15 sur TF1 ou Antenne. Terminé. Aujourd'hui, il faut meubler de l'info en continu. Alors, et quand on est en période de campagne, et quand il n'y a pas en plus les marronniers de la presse, je rappelle que BFM arrive à faire des directs depuis les stations de ski qui prennent quand même plusieurs heures dans la journée, il faut quand même le faire, mais quand il n'y a pas de marronniers, et qu'on est obligé de parler que politique, alors on parle des affaires. Et comme les réseaux sociaux sont une caisse de résonance des infos mineures, par exemple le cas Macron, ça aurait jamais dû sortir. Sans les réseaux sociaux, ça sortait pas. Eh bien, à la fin, on est obligé de parler des affaires de tout le monde. Et c'est là où les médias se rendent pas compte. C'est qu'ils ont voulu, avec des affaires plus ou moins grandes, ça c'est à la justice de le trancher, ils ont voulu s'attaquer à différents candidats nationaux. Ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est que celui qui n'a jamais péché doit lancer la première pierre. Et quand on défend Macron, RMC, Radio Macron champion, faut être sûr, comme disait, je ne sais plus qui, un ancien politicien français, quand on monte au cocotier, il faut avoir les fesses propres. Malheureusement, la classe politique, en jouant le jeu des cabinets noirs, ne s'est pas rendu compte qu'aujourd'hui, quand on tire sur un homme public, les balles ricochent par les réseaux sociaux. Et qu'on peut tuer. Peut-être que ça tuera Fillon, mais ça tuera pas que Fillon. Parce que le ricochet de la balle Fillon, ça a été que beaucoup de journalistes, de citoyens, etc., sont allés chercher chez Emmanuel Macron et ont trouvé ce qu'il y avait à trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à la fois les affaires et la puissance de ce que Régis Debray appelle la médiasphère, qui là, dans cette élection, est palpable. C'est-à-dire qu'on a plus peur d'un dégainement de tweets ou d'une vidéo virale Facebook que d'autre chose. On a plus peur de ça que du journaliste d'investigation qui, en France, est mort et bien mort. Mais on se rend compte que toute cette campagne a été, là pour le coup, en réalité, cette campagne
elle, elle préfigure deux choses vis-à-vis de ce point-là, qui est la force des réseaux. Premièrement, une tentative de reprise en main du pouvoir. Les décodeurs, tous ces trucs-là. Les articles de dénonciation aussi. Hein, l'ancien organe, ce journal qui a pris la place de l'organe collaborationniste Le Temps, Le Monde, c'est ça, a fait par exemple un article de dénonciation sur Jacques Sapir, qui est du niveau vraiment de la presse Gringoire, quoi, fondé par Robert Jospin, organe collaborationniste de gauche. C'est du niveau Gringoire. Un autre qui a pas été très bien servi ces derniers temps, je crois que c'est Monsieur Sautarel, l'animateur du blog F de Souche, a aussi là, on s'attaque aux parents, on s'attaque aux voisins, il n'y a pas de problème. Je viendrai sur ce point en dernier, mais c'est là où on voit que le pouvoir essaye de reprendre la main sur les réseaux sociaux, sans y parvenir. Et deuxièmement, on voit que la guerre psychologique qui a débuté pour moi des élites françaises face au peuple français après le 29 mai 2005, cette guerre psychologique, elle s'est amplifiée. C'est-à-dire que ça a tourné par la force des réseaux sociaux à une haine extrêmement forte des deux côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'élite balance est liquidé dans la journée. Tous les discours dominants sont liquidés dans la journée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a monsieur Barbier qui se sent plus pissé, mais et ça n'augure rien de bon. Ça n'augure rien de bon parce que il y a une vraie volonté légitime de revanche du peuple français. L'élite ne veut pas l'entendre, et à force de jouer avec le dernier élément de légitimité, de légalité qu'est la Constitution française, et l'élection présidentielle qui est, je le rappelle, la formule de Michel Debré, la clé de voûte de la Ve République, ils finiront par jouer avec la paix civile. Je viens sur mon dernier point. C'est une campagne d'une extraordinaire violence. Et c'est mes derniers points pour deux raisons. Premièrement, l'axe atlantique, dans son horreur, s'est vraiment démasqué dans cette élection. Alors déjà, et je dirais même plus que l'axe atlantique, ce que le grand gaulliste Alexandre Sanguinetti appelait l'empire germano-américain, déjà dans J'ai mal à ma peau de gaulliste, 1973. Fallait le voir. L'axe germano-américain, c'est-à-dire la Reich chancelière qui adoube Macron, on lui a rien demandé, il y a vol, et ça et le soutien de certaines élites anciennement clintoniennes à des gens comme Macron ou d'autres, c'est-à-dire pour éviter, coûte que coûte, que la France reprenne son indépendance. Pour la première fois, ces gens-là, et évidemment l'Union européenne, par les intermédiaires comment il s'appelle, le Quasimodo du Parlement européen, là, Verhofstadt, qui a dit mais Macron c'est notre candidat. Verhofstadt a même dit, il écrit des trucs, je les écris pareil, tu vois l'adoubement, c'est-à-dire grosso modo, l'accident, t'es adoubé par un accident ferroviaire, c'est cool, mais ils se sont démasqués. C'est la première campagne où là, on y va tout chousse, pas de problème. Et ça fait redoubler la violence, parce que là, d'un seul coup, c'est un clivage net. Deuxième chose, il faut bien comprendre, et c'est ça aussi, l'extraordinaire violence qui est en train de se déchaîner, c'est qu'il y a eu une entreprise, ça s'est vu lors de l'affaire Sautarel, de fichage, d'intimidation. Ça s'est vu lors du dernier meeting de Marine Le Pen, où on envoie les Femen et on dit que c'est la tenue du meeting qui a fait les violences, alors qu'on laisse faire les milices violentes. C'était déjà le cas à Nantes, où il y avait quasiment des bus qui ont commencé presque à brûler. On achetait des objets enflammés dessus, sur les bus qui transportaient des gens qui allaient au meeting. Voilà. Donc si vous voulez, là, je comprends tout à fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas Gilbert Collard, mais on a failli faire griller au cocktail Molotov un député de la République, ça ne choque personne. Ça c'est la marque
de la préfecture de police dominée par ce qu'on appelle la racaille à uniforme, les syndicats de gauche de police, et d'une. Et de deux, c'est avant tout la marque d'un tournant sécuritaire et antinational qu'une partie du pouvoir aimerait faire s'ils se maintiennent, et s'ils se maintiennent dans de bonnes conditions, dans l'immédiat après 2017. Eh bien écoutez, on commentera tout ça. On essaiera peut-être aussi de profiter de l'entre-deux tours pour parler des sujets de fond, en espérant que ceci arrive enfin d'ici le 7 mai. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Sur les plateaux, donc on aura des curés de campagne. Je pense pouvoir déjà préciser que de toute façon, quel que soit le candidat élu, les législatives vont être passionnantes parce qu'elles vont être très incertaines. Tout à fait. On commentera aussi les législatives. Si, il y a un dernier point, si vous me le permettez, un tout dernier point. Il y a une chose qui a été très positive dans cette campagne. C'est qu'enfin, un discours de libération nationale a enfin émergé. C'est-à-dire que là, il y a des lignes très nettes, sur le dossier européen particulièrement, qui ont été tissées, qui ont été mises en valeur, et ça aura un effet à long terme, c'est-à-dire que pour la première fois, les Français ont entendu des propositions claires sur le Frexit. Ça aura des conséquences qui, je l'espère, seront spectaculaires. Eh bien, écoutez, on verra déjà les conséquences que ça aura sur le second tour en fonction des deux finalistes, parce que je pense pas qu'il y aura un vainqueur dès le premier tour quand même. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse du premier tour.